Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va se lancer pour ce webinaire, comme vous le voyez à l'écran, la thématique, semaine de la QVCT, sensibiliser à la santé mentale par les serious games. On a 3 experts, expertes avec nous aujourd'hui. Je les laisserai se présenter, juste après, qui sont, Julia, Anthony et Françoise. Pour rappel, juste le contexte de ce webinaire, on a parlé en 2024 de l'activité physique et sportive. En 2025, c'est la santé mentale qui est la grande cause nationale, en France en tout cas. Il y a 4 piliers objectifs prioritaires, je pense que vous les connaissez de toute manière, mais c'est bon de les rappeler. En tout cas, je vais en rappeler 2 principaux, qui sont la déstigmatisation, afin de changer le regard des Français sur les troubles psychiques et les troubles mentaux, très important. Et le second point qu'on voulait mettre aussi en avant en introduction, c'est le développement de la prévention et du repérage précoce par la sensibilisation et la formation dans toutes les sphères de la société. Je vous mets un petit lien qui vous rappelle cette grande cause nationale qui est issue de InfoGouv, et ça nous permet de nous lancer dans de bonnes dispositions pour cette conférence. Je vais te laisser te présenter Julia en première, ensuite ça sera toi Françoise et ensuite Anthony, et puis on se lancera sur la première partie qui sera les enjeux de la QVCT. Globalement, pourquoi on parle de santé mentale aujourd'hui, comment on fait le pont aussi entre ces deux éléments. On va parler évidemment des serious games digitaux et puis on aura le retour d'expérience de l'ADEME, la vision de la QVCT sous le prisme de la RSE. Voilà, globalement, à quelle sauce vous allez être mangé ce matin. Julia, je te laisse la main pour te présenter. Merci Alban. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Julia Tourneur. Je suis formatrice en premier secours chez l'entreprise Salvom, qui est une entreprise qui a été fondée en 2014, qui est issue de l'économie sociale et solidaire, qui a pour but on a créé des outils digitaux autour des thématiques de la prévention, de la santé, de la sécurité et du secourisme en entreprise. Et donc, on a toute une offre dédiée justement à la santé mentale, avec une offre donc, qui est digitale. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a plus de 500 clients, on est présent sur toute la France. Et surtout, l'une de nos forces, c'est qu'on a un seul interlocuteur pour répondre à tous vos besoins de formation. Et on parlera un peu plus tard, justement, du digital et de ses atouts. Chouette, merci beaucoup Julia et merci d'être avec nous. Françoise, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Françoise Poitou. Je suis animatrice RSE et facilitatrice en dynamique collaborative. Je travaille à l'ADEME depuis 25 ans et je suis sur le poste RSE depuis 2021, avec une collègue avec qui je partage l'activité dans la cellule qualité. Et on fait de l'animation, du conseil et de la facilitation pour l'interne. Alors voilà, j'ai différents éléments dans cette diapo. L'ADEME, c'est près de 1500 collaborateurs sur presque 30 sites. Et la RSE à l'ADEME, c'est 20 ans d'engagement. Donc, je vous remets quelques dates clés. 2004, c'est le démarrage avec un programme qui s'appelle ADEME Exemplaire. Et puis après, si on remonte dans le temps, en 2016, c'est la création de la cellule que vous voyez, cellule qualité, transversalité, RSE, où je travaille, qui a été créée pour accompagner la transformation interne. Ça a été en 2016 l'occasion de la publication d'un premier rapport RSE, un second en 2017, et puis à partir de là, le conseil d'administration a trouvé que c'était intéressant et a passé commande au COMEX de la création d'une feuille de route RSE. Donc, la cellule en 2018-2019 s'est fait accompagner par un bureau d'études pour, avec les dynamiques collaboratives, permettre la rédaction d'une feuille de route autour de 5 axes. Donc, vous voyez l'affiche sur le côté avec un axe engagé, satisfaire, mobiliser, éclairer, impliquer. Donc, une feuille de route, un appel à volontaires après pour monter des ateliers pour définir des actions, et puis enfin, une déclinaison dans les projets de service. Donc, c'est pour illustrer toutes les initiatives qu'il peut y avoir sur ces 20 ans d'engagement. Et donc, avec l'organigramme, vous voyez que nous sommes répartis au secrétariat général avec plus un axe sur le reporting. La direction des ressources humaines, on a une collègue qui est en charge de l'égalité professionnelle et la QVCT. Donc, c'est plus sa spécialité, notamment sur toutes les animations et la participation et l'animation des accords. C'est une de ses casquettes. Et puis, dans la cellule, nous sommes 4. Et donc, avec ma collègue, on est sur l'animation RSE, les dynamiques collaboratives
et l'accompagnement au changement. Voilà. Très chouette, très clair, je pense même. Merci beaucoup, Françoise, et merci d'être avec nous, ce matin. De toute manière, les feuilles de route et les déclinaisons, on va revenir dessus, tout à l'heure, évidemment. Et Anthony, je te laisse, clôturer la marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony, je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, c'est une structure que j'ai créée en 2018 et notre job, c'est d'aider les entreprises et les organisations à engager, à sensibiliser, à former leurs collaborateurs sur toutes les thématiques qui touchent à la RSE. Donc quand je parle de RSE, je parle vraiment de tout le scope de la RSE, aussi bien les sujets environnementaux, climat, que les sujets sociaux, sociétaux, et notamment tout ce qui va toucher la QVCT, qui est vraiment une part importante quand on parle de RSE. Pour nous, la QVCT fait intégralement partie de la RSE. Et donc, on propose à nos clients un catalogue. On a plus de 200 contenus digitaux sur étagère pour acculturer, sensibiliser sur toutes ces thématiques de la RSE, avec des formats qui font entre 7 et 20 minutes à peu près. C'est la durée de nos différents formats. Et on va dire, le dénominateur commun de tous nos modules, c'est qu'ils sont gamifiés. Donc, c'est des expériences qu'on a voulu les plus stimulantes possibles pour le collaborateur, les plus interactives possibles, pour que la perception de la RSE par les collaborateurs soit perçue plus comme quelque chose qui est source de plaisir qu'une énième contrainte réglementaire comme la RGPD ou comme la cybersécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de proposer en tout cas des formats assez disruptifs par rapport à ce qu'on peut avoir sur du e-learning classique. Et donc, on accompagne une centaine de clients en France, à l'étranger, tout secteur d'activité confondu. Et ça va de L'Oréal, où on a 150 000 utilisateurs dans 50 pays du monde, à la PME qui est basée à Brive-la-Gaillarde avec 20 salariés. Donc, vraiment, toute entreprise. Très clair. Merci beaucoup, Anthony, et merci d'être avec nous ce matin. Les présentations sont donc faites avec vous trois. On va pouvoir passer à la première partie, à la santé mentale des collaborateurs, et collaboratrices évidemment. Quels enjeux? On voulait commencer par vous poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre dans le chat. Il y a peut-être un concours de rapidité, mais il n'y a pas de cadeau à la clé, je vous préviens quand même. Mais pour autant, il y aura cette gloire d'avoir répondu en premier ou en première enfin, d'avoir donné la bonne réponse. La question, la voici, vous la voyez à l'écran. Quelle part de salariés déclare rencontrer une difficulté psychologique actuellement dans son entreprise? Est-ce qu'on est plutôt 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 2? C'est pour précision un baromètre d'Alan et de Harris Interactive. Je vais vous mettre aussi le lien dans les commentaires pour que vous puissiez constater par vous-même aussi la bonne réponse. Je vois les réponses arriver. On a une majorité de 1 sur 3 quand même. Ça continue d'arriver. Merci pour votre participation. On est sur une majorité d'1 sur 3. Je vais lancer la réponse avec le baromètre en tant que tel. Et la réponse en 2022, hein, on est en 2022, la réponse est de 1 sur 2. 1 sur 2, donc allez, la majorité n'a pas eu raison pour une fois aujourd'hui. C'est intéressant de commencer par ce chiffre clé. Julien, on va en parler juste après, mais c'est vrai que c'est assez frappant. On parle d'un salarié sur deux, c'est quand même pas rien du tout. On sent qu'il y a une détérioration du bien-être au travail. C'est un signal d'alerte, c'est comme ça qu'on peut le dire, signal d'alerte pour les employeurs évidemment. Ça va impacter la performance. Il y a un besoin urgent aussi d'action concrète. On peut avoir plusieurs niveaux de lecture derrière ce chiffre et on va tout de suite le commenter avec toi, Julia. Déjà, pour que ce soit un peu plus clair pour nous aussi, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre trouble psychique et difficulté psychologique? Je pense que c'est important de commencer par là et ensuite on enchaînera sur les enjeux tout simplement de la santé mentale aujourd'hui. Oui, bon, du coup, la difficulté psychologique, ça va plutôt être les prémices d'un trouble psychique qui, lui, va vraiment se définir par la durée. Le fait qu'on soit dans un changement d'émotion, de la pensée, du comportement, bref, que tous nos émotions soient altérées, pardon, qu'on a Mmh. un abattement extrême, des troubles du sommeil qui perdurent dans le temps sur une notion de plus de 15 jours. Là, on va parler de troubles psychiques.
Et c'est vraiment dès qu'il y a une notion de changement majeur, et ça c'est important parce que ça va être important dans la détection des troubles de la part des collaborateurs et aussi des managers dans l'entreprise, de voir à quel moment il faut, et de commencer à s'inquiéter. Parce que la santé mentale, on le voit bien à travers ce chiffre de 1 salarié sur 2 qui est en difficulté psychologique, c'est à la fois une urgence économique et humaine et un bon indicateur de la QVCT au travail. Donc, c'est important de pouvoir comprendre bien ces notions pour pouvoir, avoir les bons outils pour détecter dès lors qu'on est face à quelqu'un qui a un trouble psychologique, un collaborateur ou une collaboratrice. C'est beaucoup plus clair, je pense. N'hésitez pas, hein, si, dans le chat, si vous avez, bien compris, ces 2 définitions. Hem, je te posais la question sur les enjeux pour une entreprise, parce qu'on a aussi une question du panel en amont qui nous disait, comment je peux expliquer l'importance de la santé mentale à mes dirigeants en entreprise? Comment, mobiliser sur ce sujet? Je crois qu'on a déjà pas mal de réponses sous les yeux. Si tu peux nous les commenter, Julia, pourquoi, voilà, les enjeux enfin, quels sont les enjeux pour une entreprise Bah, au niveau de la ce que santé je mentale? disais, c'est vrai qu'on a déjà ce premier chiffre de 1 salarié sur 2 qui est en souffrance, psychologique, mais au-delà de ça, eh bien, il y a plusieurs enjeux. Il y a à la fois des enjeux légaux, donc on peut le voir dans le code du travail, l'employeur, il a l'obligation légale d'assurer de s'assurer de la santé physique, mais aussi de la santé mentale de ses travailleurs. Donc la notion, elle est dans le code du travail. Donc il y a un enjeu donc légal. On va parler aussi d'un enjeu économique. Puisque là, j'ai quelques chiffres, donc 17,5 des arrêts de travail sont dus aux troubles de la santé mentale, donc ça a un impact économique, pour les entreprises, quelle que soit leur taille, hein. Heu, c'est vraiment, transversal, ça touche vraiment tout le monde et puis on a aussi ce chiffre de 3 000 € qui est le coût moyen par an et par salarié en souffrance psychologique. Donc ces chiffres doivent nous alerter et en plus de ces enjeux donc qui sont, légaux, économiques, il y a aussi, un enjeu humain qui reste prédominant. Une mauvaise santé mentale d'un salarié ou de plusieurs salariés, eh bien ça va venir dégrader les conditions de travail avec, une morosité ambiante, pardon, un désengagement des équipes. Et donc tout ça, ça a un impact aussi, sur, la productivité, derrière. Donc c'est vraiment ces 3 axes qui sont imbriqués les uns les autres et il faut, pouvoir agir grâce à des outils et dont le digital. Dont on va discuter juste après. Merci pour ces Oui. précisions, Julien. Je pense que c'est important justement de mettre en avant ces chiffres clés, de bien comprendre et saisir l'intérêt de ce sujet. Je pense de toute manière, les personnes qui sont là aujourd'hui, notre audience, est déjà sensibilisée sur ces enjeux, mais ça peut être complexe aussi de le restituer, à d'autres, à ses propres collaborateurs, ses propres équipes, à ses propres dirigeants. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce travail de sourcing et merci, pour, ces éléments. Anthony, on se posait aussi la question, en préparant aussi, ces échanges. On a eu une question du panel qui était: «Comment détecter les signes d'une santé mentale, fragilisée?» Pour préciser, on va pas rentrer, dans du très spécifique, aujourd'hui sur ce webinaire. C'est pas, comment on l'a construit. On voulait plutôt présenter des solutions qui viennent sensibiliser, comme je disais en introduction. On peut quand même effleurer cette partie, je pense et puis ça te permettra derrière, de nous présenter, le sujet des sales games. Ouais, tout à fait sur effectivement, c'est un point qui est assez important, hein. C'est-à-dire que comment Mmh. identifier les personnes dans cette situation? Hem, Nous, la conviction qu'on a, encore plus, c'est encore plus vrai lorsqu'on parle des risques psychosociaux et de la santé mentale, c'est que souvent, les personnes concernées, vont avoir le plus de difficultés à prendre le recul nécessaire pour se rendre compte qu'elles sont dans cette situation-là. Et donc elles vont pas naturellement, venir voir, les RH en disant: «Écoutez, je crois que je suis en situation ma santé mentale est fragilisée». Ça arrive jamais. À l'inverse de la RQTH, on faisait le parallèle en discutant également avec quand on veut sensibiliser les collaborateurs d'entreprise sur le handicap pour favoriser la RQTH. Là, effectivement, l'objectif, c'est de donner des clés de lecture à toutes les personnes et qu'une personne qui se reconnaît potentiellement puisse faire le travail de reconnaissance à RQTH. À l'inverse, lorsqu'une personne est en situation de santé mentale, fragilisée, ce qu'on va plutôt chercher à faire, c'est de donner des clés de lecture à toutes les personnes qui sont au contact quotidien avec cette personne-là, pour identifier justement que, «Ah OK, je pense que mon collègue de bureau à côté, là, il est dans une situation, assez compliquée en termes de santé mentale». Donc l'idée, c'est plutôt de donner des clés de lecture à
les collègues au plus proche, donc en fait tous les salariés de l'entreprise, hein, les managers également, et aussi la conduite à tenir. C'est-à-dire que j'identifie que mon collègue est dans une situation pas facile. Hem, Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il faut que je reconnaisse que, c'est lié à, du coup, à des risques psychosociaux Mmh. potentiellement, et que je sois capable de l'orienter ou en tout cas d'aller échanger avec lui et potentiellement de l'orienter dans l'entreprise. C'est pour ça que l'enjeu de sensibiliser enfin, un RH ne pourra pas détecter facilement ou sauf si vous faites des météos, toutes les semaines, des météos pour savoir comment se sentent vos collaborateurs, c'est très compliqué à détecter. Par contre, le job de l'entreprise, c'est de donner les clés de lecture à l'ensemble des collaborateurs pour identifier un collègue qui serait dans cette situation-là. Donc en gros, c'est pas vous en tant que Tout à RH, fait. alors je m'adresse aux gens autour de la table, c'est pas vous qui allez pouvoir identifier ça, mais par contre votre job, c'est de donner les clés de lecture à ceux enfin à tout le monde qui seront du coup vos relais pour identifier des collaborateurs dans ces situations-là. Top. Merci pour la précision et du coup, ça fait une jolie transition évidemment, sur, la semaine de la QVCT. On arrive plutôt sur notre cœur d'intervention, hein, maintenant qu'on a bien resitué le contexte. La semaine de la QVCT, je me rends compte que je ne l'ai même pas précisé tout à l'heure, cette année, elle est, évidemment au mois de juin et elle se déroule du 16 au 20 juin. C'est une semaine où on met en avant, des solutions de sensibilisation, ou des actions concrètes justement pour pallier au contexte qu'on a évoqué juste avant. Hem, cette partie-là, je vais te laisser la main, Anthony, pour présenter des formats de sensibilisation. Il existe tout un tas de sensibilisation, de la conférence à l'atelier en présentiel, du symposium, en présentiel aussi d'ailleurs, du symposium digital. Nous, par retour d'expérience, quand je dis nous, enfin, c'est dans nos échanges, hein, on a axé sur le symposium digital parce qu'on a des experts de ce sujet-là aussi autour de la table. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur en quoi, utiliser ces outils sur cette semaine ou sur ce mois? On a aussi généralement le mois de juin qui devient la semaine de la QVCT par extension. Pourquoi ces outils sont pertinents, hem, pour, ces sensibilisations? Oui, tout à fait. Effectivement, la gamification alors, déjà, la gamification, pour démystifier un peu le sujet, c'est un terme qui peut paraître un peu barbare, quand on dit la gamification, c'est quoi? On va faire jouer les collaborateurs à Mario Kart, ou à Pac-Man. Alors non, la gamification, c'est pas du tout ça. La définition même de la gamification, c'est utiliser des leviers qui vont permettre ah bah, super Alban, merci. C'est la gamification, c'est la définition elle a pour objectif de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. Le seul objectif de la gamification, c'est ça. Donc, on va utiliser des petits subterfuges dans les modules qu'on va faire, parce que notre enjeu, nous, en tant que, en l'occurrence pour la semaine de la QVCT, c'est que là, avec ce qu'on vous a dit, vous êtes forcément convaincus qu'il faut sensibiliser les gens. Partons de ce principe-là. Maintenant, l'enjeu, c'est comment les capter et comment leur donner envie de consommer, on va dire, les contenus, les supports, les ateliers que vous allez leur mettre à disposition. Et c'est là où la gamification est un super moyen de leur donner envie de consommer tout ça. Et il suffit de pas grand-chose. Les leviers lorsqu'on parle de gamification, il y a beaucoup de théories, beaucoup de documentation sur la gamification. Et il y a en soi 9 leviers de motivation, qui vont faire qu'un collaborateur va avoir envie de consommer vos contenus de sensibilisation sur les risques psychosociaux, sur la santé mentale, si c'est le sujet que vous souhaitez aborder. Mais globalement, c'est des leviers de motivation, en fait, qui sont vrais pour quel que soit le contenu que vous voulez que vos collaborateurs consomment. Et donc, c'est la conviction qu'on a chez Civitime, puisque tous nos contenus sont gamifiés. Pour vous donner quelques exemples de gamification qui nous entourent, hein, aujourd'hui, dans notre quotidien, la gamification est présente partout. Par exemple, si je prends un levier de gamification, je suis sûr que personne ne s'est rendu compte ici, c'est LinkedIn, par exemple. Heu, Lorsque vous avez créé votre profil LinkedIn, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, vous avez commencé à compléter, vos études, vos postes antérieurs et cetera, et vous avez une petite jauge de progression là qui montait petit à petit. Donc au début, c'était 10-20-30 40-50, ça montait très, très vite, et ça vous a donné vachement envie de compléter votre profil. Sauf que petit à petit, la jauge, elle monte beaucoup moins vite, et globalement, vous atteindrez jamais le 100. Ça, c'est de la gamification. C'est un petit subterfuge qui va vous forcer à réaliser l'action que LinkedIn attend de vous. Et c'est typiquement, le genre de mécanique qu'on va utiliser quand on parle de gamification, la mécanique de la jauge de progression. Inconsciemment, quand vous avez une jauge de progression, vous avez envie de la compléter.
Et donc, juste mettre sur des supports de communication, dans nos serious games, par exemple, sur tous nos serious games, nous, on a des jauges de progression. Voilà, ça, c'est un levier. Euh, un autre élément de gamification, par exemple, c'est l'aversion à la perte. Ça s'appelle l'aversion à la perte. Et là, typiquement, ce levier de gamification, VP, donc vente privée, l'utilise parfaitement. C'est qu'on va vous mettre à disposition quelque chose qu'il va falloir consommer, mais vous avez un temps limité pour le faire. Et si vous ne réalisez pas cette action dans le temps qui est imparti, plus jamais de votre vie, vous ne pourrez le faire. Ça, c'est un super levier de gamification. Ce qu'on appelle donc la version inverse. Vente privée l'utilise très bien en disant OK, super offre, par contre, dans 24 heures, c'est terminé. Et donc, vous allez sortir votre carte bleue et vous allez le faire. Alors, nous, on ne demande pas aux collaborateurs de sortir leur carte bleue, mais en tout cas, ça va les pousser à aller consommer tout ça. Et donc, voilà quelques exemples de leviers. Et allez, un autre levier aussi avec Waze que vous utilisez peut-être dans votre quotidien. Ou non, ça, je ne vais même pas prendre Waze, je vais prendre la carte de fidélité de votre magasin, de votre supermarché préféré. Lorsque vous allez faire vos courses, potentiellement, vous avez des points de fidélité et vous allez retourner dans ce magasin parce que vous savez que plus ça va, plus vous allez accumuler de smileys, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ça, c'est bête comme tout, mais c'est un levier de gamification. Donc, le message qu'on va vous faire passer à travers ça, c'est que la gamification, en tout cas le fait de créer une expérience gamifiée, va renforcer l'impact que vous allez avoir sur vos collaborateurs, sur le fait qu'ils vont consommer un maximum vos contenus. Et les résultats le montrent. Une approche gamifiée, en moyenne, vous allez capter je crois que tu avais les chiffres juste avant, Alban. Ouais, super, merci beaucoup. Vous allez capter quasiment 2 fois plus de personnes qu'avec une approche traditionnelle parce que, pour les raisons que je viens de citer, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, on se rend compte, nous, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent consommer nos modules, non pas parce que le sujet les intéresse, mais parce que le format les intéresse. Et une fois qu'ils sont dedans, ils vont consommer le contenu. Mais ils viennent parce que le format les intéresse. Donc déjà, on capte un peu plus. Et parce que l'expérience, une fois qu'ils sont dedans, est plutôt sympa, on va avoir des taux de complétion beaucoup plus forts également et des notes de satisfaction beaucoup plus élevées. Donc, pour nous, en tout cas, c'est la meilleure approche. Et c'est pour ça que, et je crois qu'on va y revenir après, Alban, mais sur la semaine de la QSCT, on a imaginé plusieurs supports, plusieurs médias pour parler à un maximum de collaborateurs parce que dans les leviers de gamification que j'ai montré juste avant, en fonction là, par exemple, tous autour de la table, moi, par contre, je vais être peut-être beaucoup plus sensible au levier de possession, par exemple, voilà, le levier qu'on voit avec Waze, là. Je suis peut-être beaucoup plus sensible à ce levier de possession, mais peut-être que Alban, lui, est plus sensible à la compétence et à la maîtrise, et peut-être que Julie est plus sensible sur la version à la perte. Et donc, c'est là où un bon serious game, un bon serious game doit pouvoir parler à l'ensemble de ses collaborateurs. Enfin, en tout cas, à l'ensemble de ses profils. Merci pour ces précisions, Anthony. N'hésitez pas, hein, Julia ou François, si vous voulez rebondir évidemment sur ce côté gamifié. Je voulais aussi avoir ton point de vue, Julia, sur la conviction, la vision aussi que vous aviez côté Salvom. On parlait, allez, je parlais un peu de l'apprentissage par l'erreur aussi. Voilà, c'est cette conviction pédagogique aussi par rapport à des solutions digitales et qu'est-ce que ça permet globalement de passer par ces formats. Oui, c'est vrai que comme le disait Anthony, nous, la solution digitale aussi qu'on développe chez Salvom, notamment autour de la question de la santé mentale, elle est faite pour fédérer les équipes et faire en sorte de les sensibiliser un maximum à chaque niveau, à chaque degré, c'est-à-dire chaque collaborateur, chaque collaboratrice, au manager, en passant effectivement après par les RH, sans que ça soit quelque chose de subi, mais plutôt en les impliquant dans une démarche où ils vont aussi s'amuser et découvrir des univers. Et donc, nous, notre solution Salvom, elle est vraiment basée sur une pédagogie, une pédagogie par l'erreur. Ça, c'est très important chez nous parce que chez Salvom, on valorise l'erreur et on se dit que faire des erreurs, c'est aussi un outil d'apprentissage et ça permet de progresser et de comprendre certaines notions. On va être dans des univers qui sont très ludiques, on va être dans des formations immersives et c'est vraiment des modules qui sont construits pour susciter la réflexion et encore sensibiliser un maximum, comme on le disait.
Nous, sur la santé mentale, on a 2 supports. On a 3 supports, un pour, l'urgence en santé mentale, un autre sur les RPS qui sont pour les collaborateurs et un autre spécifique pour les managers aussi. Justement, on reviendra après, sur cette Mmh. question-là qui est importante. Je voudrais juste ajouter que, bah, voilà, le digital pour nous, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui, se glisse dans la poche, en fait, et c'est un peu ça le côté, gadget qui permet, aux salariés, aux collaborateurs, bah, d'apprendre à leur rythme. Quand ils veulent, ils peuvent se connecter depuis leur téléphone, leur tablette ou bien leur ordinateur. Donc, quand on l'a sur son téléphone, bah, on peut le faire de n'importe où. Et puis, l'objectif, c'est aussi de toucher, bah, tout le reste. Si on a un salarié qui a la solution Salvom, il peut aussi, s'entraîner et réviser les notions chez lui et pourquoi pas, bah, le faire avec ses enfants, avec ses amis et toucher un maximum de monde aussi comme ça. Et on apprend à son rythme parce qu'en fait, on se connecte, on débute la formation et puis on reprend le fil dès qu'on a un peu plus de temps. Donc ça, c'est vraiment, aussi un des gros atouts du digital. Merci pour ces compléments, Julia. On reviendra dessus et on va le faire juste après le retour d'expérience de Françoise qui arrive là tout de suite. Anthony en parlait tout à l'heure, il y a un kit, hein, évidemment entre, Civitime et Salvam qui va être proposé juste après. Vous allez aussi avoir la possibilité de découvrir ce qui est un serious game, de rentrer en immersion sur, je crois que c'est RPS sensibilisation, hein, justement. On va se mettre, dans la peau enfin, j'en dis pas plus, vous savez quoi? J'en dis pas plus, je partagerai le lien juste après le retour d'expérience de Françoise. En tout cas, merci pour, ces éléments. Juste une dernière question, pour toi, Anthony. On avait une question dans le panel qui était: identifier la culture de l'entreprise n'est-il pas un préalable à la mise en œuvre une telle approche de sales game et de gamification? C'est-à-dire, globalement, est-ce que, ces solutions dont vous avez parlé, Julie, Anthony, ça s'adapte à toutes les entreprises, ou alors il faut des prérequis? Et François, je compterai aussi sur, ton retour d'expérience, pour répondre, aussi à cette question, évidemment, selon ton expérience, chez l'ADEME. Hem, je peux commencer à répondre. Alors, à la question: «Est-ce qu'il, faut une culture d'entreprise, particulière pour mettre en place ce genre d'outil?» La réponse est non. Enfin, clairement non. Enfin, on le voit parmi toutes les entreprises qu'on accompagne, hem, il n'y a pas de, comment dire? De culture d'entreprise ou de secteur d'activité qui se démarque plus que d'autres sur les participations, sur les complétions, sur la satisfaction des utilisateurs. Donc, pour nous, il y a vraiment, enfin, ça n'impacte pas du tout. Par contre, le seul point qui est impacté, ou en tout cas qui est à prendre en considération, c'est, comment dire? C'est plus le secteur activité et l'activité des collaborateurs. C'est-à-dire à quel point est-ce que les collaborateurs sont, connectés ou pas connectés. Donc on va différencier l'école bleue, l'école blanc, en gros. C'est ça, c'est plus ça l'enjeu. Et là effectivement, alors c'est pas du tout bloquant puisqu'au contraire, comme on disait tout à l'heure, bah, vous pouvez avoir la formation dans votre poche avec votre smartphone, donc c'est pas bloquant, mais ça nécessite des éléments de communication différents. C'est-à-dire que typiquement, bah, vous ne pouvez pas juste adresser un mail en disant c'est parti, lancement de la formation sur les risques psychosociaux. On va plutôt vous accompagner, on vous met à disposition des kits de communication, des affiches à mettre dans les espaces de pause, dans les espaces de vie avec des QR codes à flasher pour rejoindre l'aventure. Le rôle des responsables d'équipe aussi, lorsque vous voulez toucher des collaborateurs terrain. On a des entreprises qui vont utiliser nos modules où c'est les matins, la causerie du matin, pendant 10 minutes, ils vont faire une première partie du Serious Game sur une tablette avec le responsable d'équipe. Ils sont 5 autour, 10 autour, et ils vont faire les 10 minutes ensemble. Et au contraire, ça crée de la discussion, etc. Donc, pour répondre à ta question, Allemand, la culture d'entreprise, pour nous, n'impacte pas la réussite ou non d'un dispositif enfin, d'un dispositif digital comme le nôtre. Par contre, il y a effectivement, c'est plus, comment dire, le quotidien du collaborateur. Est-ce qu'il est sur ordinateur ou pas? Est-ce qu'il a l'habitude enfin, son habitude aussi de consommation du digital qu'il faut appréhender pour mieux le cibler et mieux le toucher. Ça me semble super clair. Merci Anthony pour ta réponse. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que Françoise, ça va être aussi l'occasion pour toi de nous partager ce retour d'expérience du côté de l'ADEME. Je le rappelle juste, on va avoir une vue du dispositif qui a été mise en place chez l'ADEME depuis quelques temps maintenant. Je te laisserai la main pour le présenter évidemment. On va parler de QVCT évidemment, mais sous le prisme de la RSE. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va réussir à mêler ces deux sujets. Et donc, on va rentrer dans le cœur du réacteur côté ADEME, en gardant ça en tête, c'est
la QVCT vue sous l'angle de la RSE, et c'est tout l'intérêt de cet échange. Je te laisse la main, Françoise. Merci Alban. Bon, je vous avais glissé tout à l'heure dans la présentation qu'on avait une feuille de route avec des axes. Donc là, vous allez retrouver sur la partie gauche ce que la cellule RSE met en place, et puis sur la partie droite, la DRH. Parce que voilà, la QVCT et puis l'égalité professionnelle sont dans le portefeuille de la DRH, et puis nous, c'est alimentation durable, achat responsable, numérique responsable, mobilité, etc. Tous ces sujets qui nous préoccupent. Je vous avais parlé de la feuille de route avec des axes qui sont sur engager les salariés et satisfaire l'épanouissement professionnel. Et c'est là qu'il y avait la transversalité où on travaille justement de pair la cellule et la DRH sur ces éléments-là. Je vous ai mis plutôt un focus sur les moyens de communication que sur tous les dispositifs d'écoute. Voilà, je ne vais pas lister toutes les choses, mais dans l'idée, c'est que on n'a pas réinventé une newsletter de communication, on s'inscrit dans la lettre mensuelle que les ressources humaines envoient régulièrement. On travaille ensemble à la préparation de la semaine de la QVCT, notamment parce que la DRH, tous les ans, fait le baromètre social, et puis par rapport à toutes les suggestions d'idées qui sont à l'intérieur, de revoir ce qui revient le plus fréquemment. Donc voilà, des campagnes de sensibilisation. Sur cette partie-là, vous voyez, sur la partie gauche, dans les moyens, il y avait des articles, il y avait de travailler avec la RH, les webinaires, les serious games. Je ne veux pas tout détailler, tout ce qui est là, mais ça veut dire que, par exemple, sur la dernière semaine de l'année dernière, on a beaucoup axé sur la déconnexion, la rayonnite, tout ce qui était autour des choses qui revenaient le plus fréquemment dans le baromètre social, autour des choses qui étaient assez récurrentes, autour des réunions, du travail collaboratif, du chat qui devient envahissant, et toutes ces choses-là. Donc là, c'était pour vous montrer le dispositif. Vous voyez en plein milieu, dans la barre en bas, voilà l'objectif développement durable, la copie d'écran du Serious Game qui fait la transition avec la diapo qui est juste derrière. Donc là, c'était le dispositif. Et donc, effectivement, en 2022, après avoir Anthony à ProDurable présenté justement tous les types de joueurs qu'il peut y avoir et tous les aspects de la gamification, on s'est dit on avait un besoin d'intégrer les objectifs de développement durable dans notre fonctionnement, et pas ceux qui étaient forcément cœur de métier, mais plus particulièrement ceux qui étaient prioritaires sur les ODD sociaux. Donc, on a monté une offre à 4 niveaux. Donc, le niveau découvert des ODD a été outillé avec les Serious Games, voilà. Et puis, tout ce qui était approfondissement, la compréhension avec le métier, et puis agir, là, on proposait des accompagnements d'ateliers en dynamique collaborative. Et puis, dans le 4e niveau, avec un bureau d'études qui était spécialisé. Donc, ça veut dire qu'au printemps 2022, on a fait un POC, un preuve de concept. Et par rapport à ce que disait Anthony, ça me rappelait, voilà, quand on a fait ce test, on avait pris 20, 30 volontaires, je ne sais plus. Je rappelle que comme on est sur 30 sites, le fait d'avoir quelque chose qui est disponible pour tout le monde est très important. Il y avait le côté synchrone ou asynchrone, parce que quand on est en outre-mer, on n'a pas forcément les mêmes créneaux, donc ça avait déjà aussi cet avantage-là. Mais ce qu'on se souvient quand on a fait le débrief, c'est que justement, comme tu disais à la pause café, il y avait ceux qui avaient les âmes de vainqueurs, qui avaient mis en place un animateur qui disait bon alors ce matin tout le monde fait son petit jeu, etc., et qui avait fait une belle émulation. Donc d'avoir fait cette démonstration nous a permis de valider que c'était quelque chose qui avait pris et qui pouvait couvrir alors, je n'ai pas dit les 3 mots-clés qui est important dans la diapo d'avant, mais on est sur comprendre, se projeter et agir, là, sur la partie gauche. Et donc, sur la partie comprendre, le fait d'avoir ces différents niveaux, ça me faisait penser à différents points. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand au début, l'importance du sujet, c'est un peu comme les formations secouristes. On fait des formations, on a après des affiches pour se remémorer les choses, et puis après, il y a aussi des séances de recyclage. Donc, c'est important qu'on ait ces 3 niveaux pour comprendre, se projeter et agir. Et donc, si on revient sur le test, voilà, en 2022-2023, on a lancé nos premiers jeux sur les objectifs de développement durable, et puis on a fait aussi un épisode d'Escape Game sur le numérique responsable, qui a eu un bel engouement. Et à partir du moment où c'était rentré dans les habitudes, on a été plus confort aussi 2024 et 2025 pour prendre les jeux qui étaient sur l'étagère. Donc avec la collègue aux ressources humaines, on a des points de préparation avec vos collègues qui préparent ça aux petits oignons.
Donc, on a souscrit à égalité femmes-hommes, l'économie sociale et solidaire, biodiversité, QVCT, éco-conduite, gaspillage alimentaire. Voilà, dans cette approche. Et puis, bah, la déclinaison qui va être dans la diapo suivante, voilà, bah, c'est-à-dire que on planifie à l'avance nos différents événements. On stocke absolument tout ça dans notre intranet pour que il y ait quelque chose de durable, qu'on puisse reconsulter. Donc, le bouquet, c'est que on a notre page intranet, ce qui va capter ces informations-là pour pouvoir les retrouver dans le moteur de recherche, pour pouvoir faire une recommandation. Et puis, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans la préparation avec vous, vous nous proposez des vidéos de teasing, donc ce qui fait un peu comme les annonces, pas les différentes plateformes, Anthony, mais il y a aussi parfois les plateformes qui annoncent la sortie de nouvelles séries ou de nouvelles choses qui permettent de pouvoir voir à l'avance en quoi ça va consister. Et puis, bah, sur cette page, ça nous permet de faire le lien. C'est-à-dire qu'on n'a pas à entrer avec tous les jeux en mélangeant nos choux et nos carottes. C'est-à-dire que bah, sur l'économie sociale et solidaire, on va voir ça. Dans la rubrique sur l'éco-conduite, on va pouvoir citer les éléments importants, de dire bah, il y a une sensibilisation, et puis on renvoie sur la plateforme Mentor, parce qu'on est établissement public et on peut disposer, enfin voilà. Donc dans l'idée, c'est vraiment d'avoir toute cette collection qui permet de faire comprendre, se projeter et agir à chaque fois. Voilà. Et si je peux compléter, Alban, ce que vient de dire effectivement François, c'est un point effectivement sur lequel j'ai pas insisté tout à l'heure, mais la force de nos solutions, enfin, un des enjeux premiers pour capter le collaborateur, c'est, enfin, en tout cas, c'est, enfin, un des enjeux pour les faire consommer nos contenus, c'est de les capter. Et on sait à quel point c'est compliqué lorsqu'on a un dispositif d'aller chercher le collaborateur. On a fait le pari, nous, il y a maintenant, enfin, il y a 1 an à peu près, d'arrêter de mettre en place une énième plateforme de sensibilisation pour nos clients, mais plutôt de plugger nos modules dans les outils qui sont utilisés au quotidien dans l'entreprise. Avant, on était une plateforme comme beaucoup de plateformes que vous pouvez voir, voilà, à disposition du collaborateur avec un login, un mot de passe, etc. On se rend compte que ça crée un peu de friction forcément de devoir encore les amener sur une nouvelle plateforme. Donc, on a pris complètement le contre-pied. Et aujourd'hui, tous nos contenus sont interopérables. Donc, on peut venir les plugger sur un intranet, c'est comme ce que vient de nous montrer Françoise. On peut même les plugger dans Teams. On peut les intégrer dans un SharePoint. On peut venir dans vos plateformes de formation aussi. On peut venir partout, là où vos collaborateurs ont l'habitude d'aller pour maximiser les taux de participation. La contextualisation, elle est importante. Et puis, Alban, si tu passes sur la diapo d'après, bah, ce qui est disponible aussi, bah, c'est des statistiques qui permettent de voir voilà, combien de personnes ont commencé le jeu, combien l'ont terminé, enfin, d'avoir différents éléments. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une disparité selon les sujets. Mais pour nous, c'est OK. C'est-à-dire que bah, on est l'agence du développement durable, donc de la transition écologique, pardon. Donc, il y a des sujets sur lesquels bah, c'était pour les nouveaux arrivants, et puis ça ne correspond pas à toute la cible, mais enfin à toute la population. Donc, l'idée, c'est d'avoir comme ça des indicateurs pardon, qui nous permettent de voir bah, justement dans notre offre par rapport aux différents niveaux où est-ce qu'on peut compléter. L'autre retour d'expérience, c'est qu'au départ, on s'était dit, ben, on va customiser les questions, hein, parce que quand même, on n'est pas comme les autres, il faut qu'on fasse nos questions. Et puis au final, ça ne fait pas de différence. Et c'est aussi pour ça que ben, on est passé sur les contenus sur étagère, parce que ben, ils sont bien faits et ben, en fait, il était prêt à l'emploi et c'est vraiment le cas. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Françoise, pour ces explications et ces précisions et cette transparence aussi sur, on le voit en plus à l'écran, ces chiffres et puis toute la feuille de route et les actions qui ont été mises en place. Si vous avez des questions en particulier sur la feuille de route, je pense que tu te feras une joie d'y répondre durant les quelques minutes qui nous restent. On a eu une question aussi en amont de cet échange. C'est comment on réussit, et là je vous laisse le micro ouvert à toi, Julia, Anthony ou Françoise, celui qui se sent plus à même d'y aller. C'est toujours très difficile quand je fais ça parce que personne n'ose y aller. Mais je vous donne la patate chaude. Mais c'est comment embarquer les managers dans cet enjeu de sensibilisation à la QVCT. Parce qu'il y a un vrai sujet, on parlait de la direction en introduction. Il y a aussi un sujet sur les managers, évidemment, c'est que ce soit sur la QVCT ou sur d'autres sujets, hein, c'est souvent eux aussi qui sont en front avec les équipes et qui, eux, doivent motiver, sensibiliser, donner envie d'eux. Et donc la question est la suivante, c'est comment embarquer les managers dans cet enjeu, car faire des animations, c'est, et là je cite entre guillemets,
perte de temps et de productivité. Ça va évidemment dépendre des secteurs d'activité, des organisations de les entreprises, mais c'est probablement des bruits de couloir qu'on peut entendre sur ce type de sensibilisation. Alors, je ne parle pas en symposium ou des ateliers en présentiel, hein, évidemment, c'est le fait de consacrer un temps à la sensibilisation. Donc, comment on fait pour embarquer ces managers? Je veux bien commencer. Nous, la direction des ressources humaines a un dispositif particulier pour les managers, c'est-à-dire qu'il y a un espace collaboratif qui leur est dédié et une animation tous les mois avec Parlons RH. Donc ça veut dire que c'est pas une fois one shot en début de l'année, c'est régulièrement et à chaque fois que de besoin, un nouveau dispositif, des résultats dans le baromètre qui font que. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif particulier qui est mis sur les managers pour pouvoir repasser les messages et régulièrement, c'est pas que sur les Serious Games, hein, mais c'est pour rappeler tout le dispositif qui est à leur disposition. Donc voilà. Vous voyez, Parlons RH à destination des managers. Donc il y a des Zooms, des webinaires pour tous, pour les managers. Il y a des choses d'intégration, des rendez-vous d'intégration pour les nouveaux arrivants. Voilà. Je t'en prie, Julia, si tu veux y aller. Oui, c'était juste pour ajouter le fait que tu dis dans la question, enfin, comment les convaincre que c'est pas une perte de temps, c'est revenir un peu sur ce qu'on disait au début, sur les différents enjeux. Qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est un enjeu économique aussi pour les entreprises et qu'effectivement, les managers, ils sont vraiment en ligne de front de ces problématiques-là et que c'est aujourd'hui vraiment très important qu'ils puissent être capables d'avoir les outils et les moyens d'identifier un salarié ou une salariée qui est en difficulté psychologique pour pouvoir agir avant que ça mette en péril l'aspect économique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est un enjeu, enfin que c'est promu grande cause nationale, c'est vraiment un enjeu majeur, la santé mentale. Et ça doit plus être un tabou dans les entreprises. Merci pour ce complément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. On a vu au niveau tu parlais, Françoise, de ces questionnaires avec des retours de la part des joueurs. La question qu'on s'est pas posée encore et qu'on avait en tête aussi, c'est l'impact des jeux connectés pour sensibiliser sur un sujet, évidemment. Donc là, je prends tes chiffres, Françoise, sous les yeux, mais c'est plutôt vers toi que je me tourne, Julia. Je sais que tu avais une jolie statistique à nous partager sur vos sensibilisations et je la remets ici. On n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est que, et ça fait partie de la QVCT évidemment, et surtout de manière plus globale, on sauve des vies, donc ça reste dans ce scope. On le voit à l'écran. Est-ce que tu peux juste nous commenter l'impact de ces jeux sur la vie des personnes qui les suivent? Oui, alors nous, nos thématiques, elles sont larges, elles vont de la prévention à la santé, sécurité et tout ce qui est lié aussi au secourisme en entreprise. Et Mhm. depuis notre création en 2014, effectivement, on a pu identifier 36 vies qui ont été sauvées grâce à l'application Salvom. Donc ça, on est assez fiers de ça. Et puis ça montre que le digital a aussi sa part à jouer dans la sensibilisation et la formation. Et tout ce dont on parle depuis tout à l'heure aussi, le fait que ça permet d'avoir un suivi régulier, d'avoir une vraie trame, de pouvoir retravailler sur des notions quand on n'est plus exactement en phase. Et pour Mhm. reprendre la thématique de la santé mentale, aujourd'hui, notamment par rapport aux managers, c'est pas quelque chose qui est forcément inné et on a besoin d'être formé, d'être sensibilisé à ces questions-là pour pouvoir, encore une fois, détecter les différents facteurs de risque qu'il peut y avoir. Super, chouette. Merci beaucoup pour ces précisions. Françoise, est-ce que tu as fait le tour sur ce retour d'expérience? Pour moi, on a abordé les éléments que tu souhaitais. Si quelque chose te revient en tête, n'hésite pas, évidemment. Anthony, j'avais aussi cette transition avec toi sur le titre dont on parle depuis tout à l'heure et ces nombreux formats que l'on met à disposition. Françoise en parlait très bien, hein, de varier les formats, c'est très important pour s'adresser à différentes cibles, audience, enfin, qu'importe le terme qu'on utilise au sein de ces entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui est prévu avec Salvam sur ce sujet et spécifiquement sur la QVCT, non pas sur la RSE à 360 degrés. Et j'en profite, et je vais finir ma question à un moment ou à un autre, pour vous partager la version démo du 16e dont je vous parlais aussi en introduction, si vous voulez tester quelques minutes de jeu. Yes.
Merci Alban, du coup, tout le monde va les tester pendant que je suis en train de parler. Tant Mais, mieux, ça fera un joli parallèle avec ce que tu es en train de dire, et puis on mettra le titre juste après, à la fin de ton intervention, comme ça, on ira juste après. pas de problème. Effectivement, on a pris l'habitude là, depuis depuis peut-être un an maintenant, quand il y a des gros temps forts tels que la QVCT, mais tels que la semaine du développement durable, la semaine handicap, de proposer des kits à nos clients un peu multi-formats. C'est-à-dire on va toujours retrouver, parce qu'il faut quand même transmettre du contenu pédagogique, un serious game qui va faire en moyenne aux alentours de 20 minutes, qui peut être découpé. Donc, les gens peuvent le faire en plusieurs fois. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a tous nos serious games sont construits à partir d'un canevas pédagogique avec des chapitres. Et donc, il y a la possibilité justement de les faire en plusieurs fois sous forme un peu de micro-learning. C'est un peu ça pour répondre à la question tout à l'heure de comment on fait pour convaincre qu'il faut passer du temps, que les collaborateurs vont passer du temps dessus. Bon, quand on leur dit que c'est 7 minutes par jour pendant une semaine, on a rarement des levées de bouclier de la part des managers. Donc, un premier dispositif qui est ce Serious Game, qui est le Serious Game du coup Salvom, dont on a parlé tout à l'heure. Et également, on sait que le Serious Game, on va capter pas mal de personnes, mais on ne va pas capter tout le monde. On a également une série dans ce kit, une série de vidéos interactives. Les vidéos interactives, c'est quoi? C'est des vidéos pédagogiques dans lesquelles on va expliquer, on va parler d'une thématique, et toutes les 30 secondes, la vidéo s'arrête et il y a un bouton qui clignote sur la vidéo. Je dois cliquer sur la vidéo. On me pose une question en lien avec le contenu qui vient de m'être transmis dans la vidéo pédagogique sur les 30 premières secondes. Je dois répondre à cette question. Je gagne des points et ça me permet d'avancer dans la vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment pour les gens qu'on n'arriverait pas à capter à travers le Serious Game, leur proposer ce format de vidéo interactive pour pouvoir les capter, mais avec cette notion de pas juste vidéo, mais aussi l'interaction pour quand même les garder, capter leur attention et aussi nous permettre de mesurer ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris. C'est important dans les stats qu'on va remonter après, comme le montrait Françoise, de vous montrer tout ça. Et puis le troisième dispositif qu'on rajoute sur ce kit, ce sont des webinaires de sensibilisation. Donc là, à l'inverse du Serious Game et des vidéos interactives qui sont des dispositifs qu'on va appeler asynchrones, c'est-à-dire que chacun peut les consommer dans son coin et quand il le souhaite. Le webinaire, là, est plutôt webinaire ou atelier d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire des ateliers présentiels. Le webinaire va plutôt être un format synchrone. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va être à une date fixe. On va demander à l'ensemble des collaborateurs de se connecter si c'est en ligne ou de participer à l'atelier si c'est en présentiel. Et là, ça sera un atelier de sophrologie qu'on va proposer dans ce kit-là. Donc, pour toutes les entreprises, si vous êtes intéressé par ce kit, sachez que vous aurez tous ces outils à votre disposition pour animer la semaine de la QVCT en juin. Et avec, normalement, tous ces dispositifs, on devrait réussir à toucher un maximum de collaborateurs, durant cette semaine-là. C'est vraiment, en tout cas, notre pari et notre objectif, c'est de toucher un maximum de collaborateurs et que chacun trouve un peu son intérêt dans les différents formats qui vont être proposés. Chouette, je pense que c'est beaucoup plus clair. Merci pour ces précisions. J'ai partagé du coup les liens justement si vous voulez tester aussi bien une partie le début d'un des jeux, comme vous voyez, l'un des Serious Games. Il y a aussi le cheat en lui-même que je vous ai fait passer pour en savoir un peu plus par rapport aux premières explications d'Anthony. Il y a eu une question aussi entre-temps dans le chat que je vais prendre en vol, du coup, elle est entre mes deux messages. C'est est-ce que les modules de formation ou de sensibilisation ont été créés des spécialistes de santé? Julia, je me tourne vers toi, évidemment. C'est bien évidemment les jeux dont on discute depuis tout à l'heure sont chez toi. Je te laisse la main pour répondre. Bien que on pense connaître la réponse. Du coup, savoir si j'ai Ah pas pardon, compris est-ce la que les question. modules de formation étaient créés à des spécialistes de santé? Ont été créés par des spécialistes? J'ai pas Avec. Avec oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, la trame pédagogique de Salvom, c'est de construire nos modules avec des experts et des experts qualifiés. Donc, sur les questions de santé mentale, on a travaillé avec des formateurs spécialisés en urgence en santé mentale, des psychologues du travail. Effectivement, oui, c'est adapté. C'est effectivement tenu par des experts pour avoir un contenu de qualité, évidemment. Mmh. Mmh, mmh, mmh.
Très clair. Et vous venez chercher ce jus de cerveau que vous faites passer dans une moulinette d'ingénierie pédagogique pour en ressortir C'est derrière ça. une expérience aussi bien pertinente sur le fond que sur la forme. Voilà, pour rester attractif et puis et ben, convaincre les gens de continuer à se former, à se sensibiliser à ces questions-là. C'est très clair, merci beaucoup. De mon côté, je crois qu'on a répondu aux questions en amont qu'on a reçues. Alors pas toutes, parce qu'il y en avait énormément évidemment, et on a dû en sélectionner deux par partie. Navré, si vous êtes autour de la table, je vous avez posé une question, j'ai pas eu le temps de la proposer. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous veut avoir un petit mot de la fin, ou chacun un mot de la fin? Il est déjà à 55, on va devoir bientôt rendre l'antenne. Moi, je peux commencer. Moi, le petit mot de la fin, c'est, enfin, je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table là, sont convaincues Mhm. de l'importance du sujet, de l'importance de la sensibilisation pour les collaborateurs. Mais probablement, certains d'entre vous sont confrontés aussi à des gouvernances d'entreprise qui sont peut-être pas aussi convaincus que vous. Euh, et notamment, par exemple, on sait que parfois on peut avoir des réticences sur la gamification. C'est non, mais on va pas les faire jouer, on va pas les faire jouer au boulot. Bon, ok. Euh, Faites-les tester. Vraiment, là, le lien que vous envoyez à Alban, que ce soit sur le kit et de l'épisode, faites tester votre direction, partagez ça dans vos codir et vous verrez qu'en fait, une fois que les gens palpent un peu du doigt, déjà, ça démystifie la gamification et c'est le meilleur moyen pour derrière les embarquer avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire tester. Par retour d'expérience, c'est ce qui marche le mieux pour convaincre les directions. Chouette. Merci Anthony. François, Julia, vous voulez ajouter un complément? Pas de d'obligation, évidemment. Je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais on peut juste pas rouvrir un nouveau débat. Non, je pense qu'il a très bien résumé, Anthony. Non, non, mais le tout, c'est aussi d'imaginer de le tester et puis peut-être pas forcément de le déployer pour tout le monde au départ. C'est vraiment, enfin, c'est d'adapter, quoi. Et puis de commencer par certains sujets, mais celui-ci est vraiment important. Moi, il me tient à cœur. Et un dernier point qu'on n'a pas précisé, mais qui peut être peut-être important, toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité sur la santé mentale et certaines partent de zéro. Donc, c'est-à-dire que déjà, une sensibilisation de manière assez globale et générique des enjeux peut suffire. Pour d'autres, il y a un niveau de maturité un peu plus poussé. Et là, donc, dans le cadre on a la capacité aussi de proposer, de personnaliser du contenu, c'est-à-dire de faire en sorte de parler de ce que l'entreprise met déjà en place pour prévenir les risques psychosociaux, par exemple. On a cette capacité-là à personnaliser pour parler vraiment de ce que fait l'entreprise. Ça a encore plus de poids. Et en termes, tout à l'heure, on parlait d'engagement de marque employeur. C'est important et ça fait son petit effet. C'est ce que vous nous avez permis de faire, hein, si on revient sur la diapo juste avant, Alban, quand on était sur les ODD. Parce que dans l'idée, c'est qu'on a voulu aller sur ce qui était déjà fait, valoriser, redonner les exemples qui étaient faits en interne. Donc ça veut dire que les liens, les ressources qui étaient mis dans les jeux renvoyaient aussi sur nos propres contenus. Donc ça, c'est bien de pouvoir combiner. Et puis de toute manière, comme on a dit tout à l'heure, l'intérêt de pouvoir les contextualiser, d'en prendre un sur étagère pour un sujet, d'avoir quelque chose, un kit sur un autre, et d'en avoir qui sont faits maison. Et c'est vraiment, voilà, il y a toute cette offre qui permet de mettre le bon cursus, hein. Je me répète, mais avec les différents niveaux, vous voyez, là, ça nous permet, on peut changer ODD par santé mentale, et puis d'avoir le dispositif avec un accompagnant, assistante sociale, psychologue, et de pouvoir composer une offre complète et qui permet d'avoir une offre disponible, comme vous l'avez dit, en asynchrone aussi, quoi. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges. Françoise, ton témoignage, d'avoir ouvert le cœur de la feuille de route et les premières actions et les actions mises en place côté ADEME. Merci beaucoup, c'est toujours très enrichissant de savoir ce qui se passe aussi dans les entreprises telles que la vôtre. Enfin,
Peut-être que l'ADEME pour le coup. Anthony, Julia, merci également pour vos exemples, vos différents témoignages aussi sur la gamification, les serious games, l'impact, etc. Il y a à nouveau le titre qui est à disposition. Je l'ai remis dans le chat pour que vous voyez bien si vous voulez le tester sur tout ça en fait, hein, tester un serious game. Et puis il me reste aussi à vous remercier à toutes et tous d'avoir été avec nous à nouveau ce matin, d'avoir interagi avec nos experts, d'avoir posé aussi vos questions en amont. Ça nous permet, comme je le disais, de pouvoir orienter les sujets et la thématique en fonction de vos besoins dans vos entreprises. Donc voilà, merci, un grand merci à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain événement comme celui-ci. On a hâte de vous y revoir. Merci encore Françoise, merci Anthony, merci Julia. Et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.